Cette nuit-là, son corps fut découvert, du cyanure dans son thé de minuit. Mais le plus troublant n'était pas ça. C'était la lettre sur sa table, écrite de sa propre main tremblante, datée de quelques heures plus tôt seulement. Si je meurs cette nuit, pas suicide. Mais ce que personne ne savait encore, c'est qu'elle avait caché autre chose. Quelque chose qui détruirait toute une famille. 27 novembre 1980, avenue Foch, Paris 16e. Le chauffeur attend devant l'hôtel particulier. La baronne ne descend jamais en retard. 7h15. Il appelle Maurice le majordome. Maurice arrive, clé en argent, main tremblante. Il monte l'escalier de marbre froid. 3e étage. Porte entr'ouverte. Silence mortel. Hélène de Rothschild gît sur le tapis. 52 ans. Robe de nuit ivoire. Sang séché au coin des lèvres pâles. Tasse renversée. Thé répandu. Odeur d'amande. Maurice voit la lettre. Il devient blanc. Et là, il fait quelque chose d'étrange. Il appelle d'abord le baron Édouard. Pas la police, pas les secours. Le frère d'Hélène, à Genève, en Suisse. Conversation de 30 secondes exactement. Puis il raccroche. Visage défait, main tremblante. Puis seulement il appelle la police. 20 minutes plus tard. 20 minutes pour faire disparaître quoi exactement? Hélène de Rothschild, née 1928. Fortune immense. 200 millions de francs en actifs. Collection d'art valant une autre fortune. Elle vivait seule depuis 23 ans, divorcée du comte Philippe de Montfort. Pas d'enfants, 12 employés, pouvoir absolu. Le jour baronne impeccable. Gala, conseil d'administration. La nuit, elle disparaissait au cercle. Club secret réservé aux femmes riches, officiellement pour discuter d'art et littérature. Mais tout le monde savait la vérité. C'est là qu'elle rencontra Margot Leclerc. En 1977, il y a 3 ans. Margot, 28 ans, galeriste ambitieuse du Marais, belle comme un tableau, intelligente comme piège, venue de nulle part, construite seule, liaison. Secrète avec Hélène depuis 3 ans. Hélène était tombée amoureuse pour la première, à 50 ans. Après toute une vie, elle voulait tout officialiser maintenant, enfin. Vivre ensemble, au grand jour, sans honte. Margot refusait, trop risqué pour son business. Septembre 1980. Dispute violente entre elles. Hélène menaçait de tout révéler à Paris. Si tu ne m'aimes pas vraiment. Margot paniquait. Son monde s'effondrerait complètement. Et 2 mois après, Hélène mourrait empoisonnée. Coïncidence ou meurtre parfait calculé. L'inspecteur André Martel prenait l'affaire immédiatement. 50 ans, 30 ans de police. Visage dur comme pierre. Yeux perçants. Il interrogeait Margot dès le premier jour. Où étiez-vous la nuit du meurtre? Chez moi, seul. Personne pour confirmer. Trop parfait, trop simple, trop rapide. Martel fouillait son appartement du Marais moderne. Et là, il trouvait quelque chose. Un livre sur les poisons naturels. Page sur le cyanure corné et annoté. « Recherche pour une exposition », disait Margot calmement. Mais sa voix tremblait légèrement en parlant. Martel notait tout. Il ne croyait rien. Mais il y avait un deuxième suspect. Baron Édouard de Rothschild, le frère aîné. 55 ans. Banquier à Genève puissant, froid comme glace, calculateur comme machine. Il gérait la fortune familiale masculine seulement. Hélène contrôlait sa propre part indépendamment. Et Édouard détestait ça, avec passion froide. Octobre 1980. Conseil de famille à Genève. Dispute terrible qui dura 3 heures violentes. Hélène annonçait quelque chose d'impensable pour lui. Elle voulait modifier son testament complètement. Léguer tout à des fondations artistiques. Pas un centime à la famille. Pas un franc à son frère. Édouard explosait de rage glaciale contrôlée. « Tu n'as pas le droit, Hélène. C'est mon argent. Je décide seule. » Elle signait le Nouveau Testament le 15. 12 jours avant sa mort mystérieuse. Édouard avait appelé Maurice ce matin-là. Avant la police. Avant tout le monde. Pourquoi lui d'abord? Que disait-il exactement? Maurice refusait de répondre. Il transpirait. Secret professionnel, disait-il en tremblant. Édouard avait un alibi parfait apparemment. Il était à Genève. Hôtel Beau Rivage, luxueux. Le personnel confirmait sa présence toute nuit. Mais Martel découvrait un détail qui changeait. Édouard possédait un jet privé personnel. Vol Genève-Paris prenait 55 minutes seulement. L'hôtel confirmait 22h ans et 8h matin. Entre les deux 8 heures vides mystérieuses. Largement suffisant pour un aller-retour discret. Et les registres de vol manquaient.
complètement effacé, comme par magie noire. Troisième suspect, Philippe de Montfort, l'ex-mari, 54 ans, compte ruiné et désespéré. Il vivait de la pension d'Hélène, 50 000 francs par mois généreux, mais conditionnel à son silence total absolu. Silence sur les vraies raisons du divorce. Hélène aimait les femmes, pas les hommes. Philippe l'avait découvert après le mariage seulement. 7 ans de comédie, puis divorce discret. Argent contre silence. Arrangement parfait jusque-là. Novembre 1980. Philippe rencontrait quelqu'un nouveau. Une femme jeune qui voulait se marier. Philippe demandait plus d'argent à Hélène urgence. Pour s'installer. Pour recommencer ma vie. Hélène refusait net. Tu as assez déjà. Dispute le 20 novembre. 7 jours avant. Si tu continues, je coupe tout, Philippe. Et le soir du 26 novembre fait troublant. Une voisine voyait Philippe près de là. Vers 22h30, exactement devant l'hôtel particulier. Madame Devreux, aristocrate, respectable, témoin fiable. J'étais chez moi seul, niait Philippe. Martel fouillait son appartement malgré tout. Dans sa salle de bain, un flacon. Étiquette effacée. Contenu analysé en laboratoire. Traces de cyanure de potassium dedans. Philippe paniquait complètement devant les inspecteurs. Quelqu'un l'a mis là, je le jure. Martel le plaçait en garde à vue. 48 heures de cellule et questions. Puis un coup de téléphone changeait tout. Du ministère de l'Intérieur. Ordre direct. Relâcher le compte. Tout de suite, immédiatement. Qui protégeait Philippe? Et pourquoi maintenant? L'autopsie révélait des détails encore plus troublants. Dr Beaumont examinait le corps pendant heures. Mort entre 23h ans et 1h100 du matin. Cyanure massif. Mort en 5 minutes maximum. Mais la position du corps était étrange. Elle était tombée en arrière, pas avant. Le cyanure fait tomber. En avant normalement. Convulsion violente. Corps qui se replie violemment. Hélène était sur le dos presque paisible. Quelqu'un avait déplacé le corps après mort. Pourquoi? Pour cacher quoi exactement maintenant? Plus troublante encore. Fibres sous ses ongles, soie noire, haute qualité, vêtements de luxe. Hélène portait de l'ivoire, pas du noir. Elle s'était défendue contre quelqu'un cette nuit. Elle avait griffé, arraché des fibres précieuses. Puis elle était morte rapidement juste après. Le thé contenait le poison, c'était sûr. Mais Hélène préparait toujours son propre thé. Rituel sacré. Personnel interdit de le faire. Elle montait à 22 ans chaque soir religieusement. Cette nuit, elle avait écrit la lettre. Elle savait. Elle sentait le danger proche. Mais elle avait bu le thé quand même. Pourquoi boire si on sait danger mortel? À moins qu'elle faisait confiance à quelqu'un. Martel retournait voir Maurice, le majordome fidèle. L'homme transpirait malgré le froid de décembre. Qui a préparé le thé cette nuit? Madame le préparait toujours elle-même, monsieur. Quelqu'un est monté la voir ce soir. Maurice fermait les yeux quelques secondes longues. Je ne sais rien du tout, mais ses mains tremblaient, en parlant ainsi. Maurice, vous mentez, je le vois bien. 40 ans de service, loyauté totale, même si ça protège un assassin. Qu'avez-vous fait disparaître avant nous, Maurice? Silence absolu. Maurice regardait le plafond ancien. Et là, Martel comprenait quelque chose. Maurice savait tout, depuis le début, toujours. Martel changeait de tactique complètement maintenant. Il retournait interroger Margot, la galeriste belle. Vous aimiez la baronne vraiment, Margot? Oui, de tout mon cœur, monsieur. Margot portait une robe noire ce jour. Ses yeux rouges, ses mains qui tremblaient. Assez pour vouloir vivre avec elle toujours. C'était compliqué. Vous ne comprenez pas. Martel sortait une photo des fibres noires. Reconnaissez-vous ce tissu, mademoiselle? Margot. Fixez la photo. Ses lèvres pâlissaient. Non, comme des milliers de femmes. Puis-je vérifier votre garde-robe maintenant? Vous avez un mandat pour ça. Martel savait qu'elle cacherait tout ensuite. Mais il notait sa nervosité extrême visible. Les résultats ADN arrivaient le 3 décembre. Le laboratoire appelait Martel en urgence absolue. Inspecteur, nous avons une correspondance ADN. Martel sentait son cœur s'accélérer brutalement soudain. Qui est-ce exactement, dites-moi maintenant. Margot Leclerc. Elle était là cette nuit. Bombe. Margot avait menti sur son alibi. Elle était là. Elle avait buté. Elle avait tout nié depuis le début. Martel la convoquait immédiatement au commissariat gris. Margot arrivait pâle comme un fantôme mort. Elle savait pourquoi elle était convoquée là. Je peux tout expliquer, monsieur l'inspecteur. J'écoute. Expliquez-moi donc vos mensonges maintenant. J'étais là, oui, mais innocente totalement. Margot racontait d'une voix qui tremblait, fort. Hélène m'a appelé vers 21h ce soir. Elle voulait me voir, c'était urgent vraiment.
Je suis arrivé vers 22h15 exactement. Elle m'a fait entrer par l'entrée-service. Nous sommes montés dans sa chambre ensemble. Elle a préparé du thé pour nous deux. Et là, Margot disait quelque chose qui changeait. Elle pleurait. Elle me suppliait de partir. Elle disait qu'elle en avait assez de mentir. Qu'elle voulait vivre vraiment avant de mourir. Avant de mourir. Ces mots exacts là. Nous avons bu le thé vers 23h, parlé pendant 1 heure. Puis je suis parti. Le thé était normal. Absolument pas empoisonné. Hélène allait bien. Triste mais en santé. Martel la fixait intensément sans cligner yeux. Les fibres de soie noire sous ongles. Margot hésitait. Sa gorge se serrait visiblement. J'avais une écharpe noire cette nuit-là. Hélène a voulu me retenir en partant. Elle m'a attrapé. Elle a dit « Ne pars pas ». Elle a attrapé l'écharpe. Fils arraché violemment. Où est cette écharpe maintenant, mademoiselle? Je l'ai jetée le lendemain. J'avais peur. Martel ne savait plus quoi penser exactement. Mais il avait besoin de vérifier autre chose. Qui d'autre savait pour votre liaison secrète? Personne du tout. Absolument personne jamais. Maurice le majordome sait tout ici. Peut-être oui, il voit tout toujours. Martel retournait voir Maurice le fidèle serviteur. Vous saviez pour Margot et Hélène. Maurice ne répondait pas. Il transpirait encore. Vous l'avez vu ce soir-là exactement. Silence pesant. Puis enfin un aveu sort. Je savais oui, depuis le tout début. Vous l'avez vu le 26 novembre donc. Oui, arrivé 22h15, reparti 23h35 exactement. Trop précis. Beaucoup trop précis même. Vous l'avez suivi et surveillé alors. Je surveille toujours tout dans cette maison. Et là, Maurice disait quelque chose d'incroyable. Parce que je suis monté après son départ. Martel se penchait en avant comme un ressort. Vous êtes monté voir? Hélène vous-même. Oui, à 23h40, exactement pour vérifier. Qu'avez-vous vu en montant à 23h40? Madame était assise dans son lit grand. Elle lisait un livre tranquillement seule. Elle m'a dit « Maurice, tout va bien. Retournez vous coucher maintenant, s'il vous plaît. » Donc Margot disait la vérité finalement, vraiment. Elle était partie. Hélène vivait encore bien. Le meurtre avait eu lieu après ça. Entre 23h40 et 1h du matin. Quelqu'un était entré, avait empoisonné thé nouveau. Mais qui? Et comment exactement maintenant? Maurice, vous êtes redescendu tout de suite. Oui, elle m'a dit de me coucher. Vous avez entendu quelqu'un d'autre monter? Non, absolument personne du tout. Personne n'est entré par l'entrée principale. Non, personne. J'aurais entendu forcément. Et l'entrée de service alors, Maurice? Maurice hésitait. Première vraie faille, la visible. Je ne surveille pas l'entrée service nuit. Qui a les clés de cette entrée? Le personnel. Et la famille aussi. Vous voulez dire le baron Édouard. Le baron a un jeu complet, oui. Martel tenait enfin quelque chose de solide. Il vérifiait tous les aéroports privés Paris, le Bourget, Villa Coublet, Toussus-le-Noble, tous vérifiés. Toussus-le-Noble répondait après vérification longue minutieuse. Inspecteur, nous avons un atterrissage non enregistré. Le cœur de Martel explosait dans sa poitrine. Panne informatique cette nuit-là exactement. Mes gardes de sécurité à noter manuellement. Jet privé. Immatriculation suisse. Atterrissage 23h50. Décollage retour à quelle heure exactement? Retour à 2h30 du matin précise. Parfait. Édouard était à Paris entre-temps. Largement temps pour tuer et revenir silencieusement. L'immatriculation du jet, donnez-moi ça maintenant. Martel vérifiait. Jet appartenait à Société Suisse, dont Édouard était l'unique actionnaire propriétaire seul. Preuve. Enfin, une vraie preuve solide, tangible. Martel convoquait Édouard immédiatement en urgence. Mandat. Damné international. Arrestation à Genève. Extradition vers Paris. Arrivé au commissariat froid. Son avocat fulminait de rage froide, calculée. C'est scandaleux. Mon client est innocent. Votre client a menti sur son alibi. Son jet était à Paris entre-temps. L'avocat devenait pâle comme mort soudain. Il doit y avoir une erreur quelconque. Il n'y a pas d'erreur du tout. Édouard restait calme. Trop calme, même maintenant. Même si mon jet était là précisément. Ça ne prouve pas que... J'étais dedans. Martel gardait Édouard 48 heures maximum. Puis devait le relâcher sans inculpation formelle. Mais pendant ces 48 heures, quelque chose. Maurice demandait à voir Martel en urgence. Le majordome arrivait nerveux et agité visiblement. « Inspecteur, je dois vous dire quelque chose. Je vous écoute, Maurice. Parlez maintenant. » Et là, Maurice révélait le secret terrible. Le matin de la mort, j'ai appelé. Le baron m'a dit quelque chose précis. Il m'a dit « Maurice, faites disparaître Service T. Choc.
Martel se levait d'un bond violent. Pourquoi faire disparaître des preuves ainsi? Il a dit « La famille ne sera pas éclaboussée jamais. Vous avez obéi à cet ordre, Maurice. J'ai nettoyé la théière, oui c'est vrai. Mais j'ai gardé les tasses cachées. Pourquoi garder les tasses alors, Maurice? Quelque chose me disait que c'était mal. Où sont ces tasses maintenant, précisément? Cachées dans ma chambre, dans un coffre. Pourquoi me le dire? Maintenant seulement, parce que le baron vient de menacer. Il dit que si je parle, il me détruit complètement. » Martel récupérait les tasses immédiatement ce jour. Analyse prioritaire. Laboratoire en urgence absolue totale. Résultat en 12 heures seulement cette fois. Une tasse contenait traces de cyanure mortel. Plus importante encore. ADN sur tasse empoisonnée. 2 ADN différents. Hélène et quelqu'un autre. Analyse. Comparaison avec base donnée complète. Résultat qui changeait. Absolument tout maintenant, complètement. Édouard de Rothschild. Son ADN là-dedans. Confrontation finale avec Édouard le baron froid. Votre ADN est sur la tasse empoisonnée. Édouard devenait blanc comme neige, soudain complètement. C'est impossible. Complètement impossible ici. Cette tasse était neuve, achetée le 20. Vous n'étiez pas venu depuis 3 mois. Alors je ne sais pas comment mon ADN est là. Moi, je sais exactement comment baron. Martel se penchait en avant intensément. Maintenant, vous êtes venu cette nuit-là précisément. Vous avez préparé le thé avec sœur. Vous avez versé poison dans sa tasse. Vous avez bu dans l'autre tasse propre. Vous avez attendu qu'elle meure lentement. Édouard fermait les yeux longtemps en silence. Quand il les rouvrait, quelque chose avait changé. La façade craquait. Le masque tombait enfin. Vous ne comprenez pas du tout. Cette fortune est celle de notre famille. Depuis 2 siècles entiers. Depuis toujours. Hélène. Allez la donner à des étrangers. Tout ce que nos ancêtres ont construit. Détruit par son caprice de femme seule. Et là, il disait quelque chose de glaçant. Je l'ai supplié de changer d'avis avant. Je suis allé la voir cette nuit. Je lui ai dit, Hélène réfléchit encore. Elle a refusé. Elle a souri même. Elle a dit, Édouard c'est déjà fait. Alors j'ai versé le poison lentement. Et je l'ai regardé mourir tranquillement. Silence absolu dans la salle d'interrogatoire froide. L'avocat intervenait. Mon client ne dit rien. Trop tard. Les aveux étaient enregistrés déjà. Martel avait enfin la vérité complète maintenant. Il relâchait Édouard, mais le faisait suivre. Procès inévitable. Prison certaine. Justice proche, enfin. Mais 3 jours avant le procès événement. Coup de téléphone anonyme encore une fois. Voix masculine déformée électroniquement parlait mystérieusement. Inspecteur, regardez le coffre de la banque. Banque Rothschild à Paris. Numéro 847 exactement. Qui êtes-vous? Identifiez-vous maintenant. Quelqu'un qui veut que la vérité sorte. Clic. Fin de communication brutale, immédiate, totale. Martel obtenait un mandat. Ouvrait le coffre. À l'intérieur, un journal intime ancien jauni. Le journal intime d'Hélène. 20 ans écrit. Les dernières pages datées de novembre 1980. Elles étaient absolument terrifiantes à lire complètement. 15 novembre. Testament signé aujourd'hui enfin. Édouard est furieux. Il me fait peur. 20 novembre. Édouard a téléphoné ce matin. Il dit que je trahis toute famille. Que je le regretterai amèrement bientôt. 25 novembre. Vu Édouard aujourd'hui, Paris. Il était étrangement calme. Trop calme même. Il m'a demandé si on prenait thé ensemble bientôt. 26 novembre. Édouard arrive ce soir ici. Il a insisté fortement. Veut parler encore. J'ai accepté. Mais j'ai très peur maintenant. Dernière entrée. 21h45. Heure de la lettre. Si je meurs, ce n'est pas suicide. C'est mon frère. Je le sais. Maintenant. Il veut l'argent. Il a toujours voulu. Mais je ne changerai pas. Jamais. L'art survivra. La famille non peut-être. Preuves écrasantes maintenant. Intention claire. Préméditation évidente. Martel retournait à Genève avec mandat fort. Arrestation d'Édouard. Preuves solides enfin toutes. Procès inévitable. Prison certaine. Justice proche réelle. Mais 3 jours avant le procès historique. 15 janvier 1981. Édouard de Rothschild retrouvé. Mort dans sa cellule de haute sécurité. Pendu avec ses draps de prison blanche. Suicide apparent. Pas de mots d'explication. Martel n'y croyait pas du tout, évidemment. La cellule était surveillée 24 heures constamment. Il demandait une enquête interne immédiate urgente. Enquête bloquée. Ordre du ministère direct formel. L'affaire est close, inspecteur. Laissez tomber maintenant. Martel comprenait enfin la vérité complète terrible. Le nom des Rothschild ne devait pas être traîné dans un procès public médiatisé. Mieux valait un suicide discret qu'un scandale.
Mais ce n'était pas tout encore. Le garde qui avait noté l'atterrissage. Accident de voiture. 10 janvier 1981. Mort. Maurice le majordome fidèle depuis 40 ans. Crise cardiaque. 12 janvier 1981. 63 ans. Margot Leclerc disparue. Partie à New York. Plus jamais revenu en France de vie. Philippe de Montfort. Pension rétablie mystérieusement soudain. Testament d'Hélène. Modifié après sa mort illégalement. Famille Rothschild réécrivait l'histoire. Comme toujours avant. Martel comprenait enfin tout le tableau complet. Ce n'était pas juste un simple meurtre. C'était un nettoyage. Une purge complète totale. Édouard avait tué sa sœur pour l'argent. Mais ensuite la famille avait tué Édouard. Éliminé les témoins. Effacé toute trace possible. Pouvoir absolu. Justice privée. Impunité totale complète. Martel prenait sa retraite 6 mois après. Dégoûté. Fatigué. Vaincu par le système puissant. Il gardait une photo d'Hélène sur bureau. Souriante. Vivante. Libre dans un autre monde. Il pensait à elle chaque jour. À sa solitude. À son courage final. À son refus de plier devant famille. Elle avait choisi l'art plutôt que l'argent. La liberté plutôt que le mensonge toujours. Et elle était morte pour ça exactement. 44 ans après en 2024, maintenant, aujourd'hui. Les archives sont ouvertes au public enfin. Journalistes, historiens, enquêteurs privés. Tous cherchent vérité. Mais les pièces manquent. Témoins morts tous. Preuves. Disparus. Dossier incomplet. Vérité enterrée profond. La mort d'Hélène reste officiellement suicide. Édouard aussi suicide. Margot partie vivre ailleurs. Maurice est garde accident. Philippe, veuf heureux. Mais nous savons maintenant la vérité complète. Édouard a tué sa sœur pour l'argent. La famille a tué Édouard pour silence. Le pouvoir achète tout, même la justice. Dans ce monde, la justice n'est jamais aveugle. Elle voit très bien. Elle choisit juste. Ce n'est pas la vérité qui gagne, mais celui qui peut la payer cher. Est-ce que vous croyez que justice existe? Pour les riches, pour les puissants, vraiment. Dites-le dans les commentaires maintenant ici. Parce que cette histoire n'est pas juste meurtre. C'est une leçon sur le pouvoir réel. Si vous voulez plus de crimes jamais résolus, abonnez-vous maintenant. Ça commence ici même. Semaine prochaine, la mort mystérieuse d'un prince. Prince saoudien à Monaco. 3 pays impliqués. Aucune arrestation jamais faite. Nouveau cas mercredi. À très bientôt. La vérité vous attend.